Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, le Moyen-Âge, raconté par celles et ceux qui l'étudient. Est-ce que vous connaissez le Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? On pense parfois aux princesses, on pense aux croisades, on pense à la peste, mais ce n'est pas que ça, loin de là. En général, on dit que le Moyen-Âge, c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 500 et 1500. Mais, vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 119, Donatien, Matisse et la maison au XVe siècle, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez vaste, donc je vous préviens tout de suite, on sera quand même sur un épisode d'introduction. Et la particularité de cet épisode, c'est que, alors c'est une vraie première, il n'y a que moi qui vais le remarquer, il n'y a que pour moi peut-être que c'est important, mais c'est un épisode du format régulier de Passion médiéviste, donc celui qui sort tous les mois depuis bientôt 9 ans, mais j'ai deux invités. Parce qu'il se trouve qu'ils m'avaient tous les deux contactés et qu'ils ont des sujets très complémentaires. Donc je me suis dit, autant les faire se rencontrer dans cet épisode. Et vraiment, je vais proposer aujourd'hui un dialogue entre chercheurs. J'aurais pu faire un hors-série, mais non, voilà. Mais on a tellement de choses à aborder et je voulais pas nous limiter. Cet épisode sera en 2 parties. Donc, bienvenue, Mathis Belleret et Donatien Guégan. Bonjour. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Alors donc je vous présente, dans l'ordre alphabétique de prénoms, donc Donatien Guégan. Donc tu fais une thèse actuellement sur le sujet, j'aime bien dire le sujet des recherches, de l'ouvrage à l'usage, comprendre les dynamiques techniques, économiques et symboliques du mobilier en France septentrionale à la fin du Moyen-Âge, donc 1268-1515. Tu es à la Sorbonne Université sous la direction de Thierry Dutour et Jean-Marie Guillouette. Et à tes côtés, on a donc Mathis Belleret qui a fait un mémoire sur le sujet « La maison urbaine à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle à Bourges ». Tentative de définition typologique par des études de cas dans les quartiers commerçants de la ville basse. Donc tu étais à l'université de Clermont, Auvergne, sous la direction de Pascal Chevalier et Daniele Rivoletti. Donc tu es soutenu à l'été 2023. Et oui, c'est un peu plus lointain que d'habitude. J'ai des gens qui sont soutenus récemment, mais là je trouvais que c'était trop beau et que tu es quand même assez à fond sur ton sujet. Alors donc cet épisode, c'est en quelque sorte aussi, alors je le dis, voilà, cette introduction est très longue, l'épisode va être très long, asseyez-vous. C'est en quelque sorte la suite d'un épisode que j'avais fait dans le cadre d'une mini-série sur la vie quotidienne au Moyen-Âge, en partenariat avec le musée de Cluny, où j'avais fait les jeux et jouets, les vêtements, les soins du corps, et donc l'habitat. Le lien sera en description si vous l'écoutez. C'était vraiment, là aussi, un épisode de 20 minutes très introductif. Et donc aujourd'hui, on va aborder vraiment la maison, un peu de la pierre jusqu'à la vie dedans, si on peut dire. Et pour chaque sujet et question, vous allez pouvoir, donc tous les deux les invités, parler de vos cas d'études particuliers. Donc on aura une vision encore plus complète que d'habitude sur le sujet. Et je vous propose de commencer cette grande aventure par la question très classique de Passion médiéviste. Pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier ce sujet et pourquoi cet angle précis ? Alors, Donatien, parce que tu es le premier finalement de vous deux à avoir commencé à travailler dessus. Alors, au tout départ, je me suis rapidement intéressé quand j'ai commencé à faire de l'histoire sur la quotidienneté et en particulier donc sur ce que les gens pouvaient, la manière dont les gens pouvaient habiter, vivre au quotidien, que ce soit dans la ville, que ce soit en société. Et au niveau symbolique également, des sujets qui ont déjà été pas mal traités par l'historiographie. Mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à trouver des travaux assez récents sur la question de la vie quotidienne et particulièrement sur l'habitat. Donc ça m'a intrigué. J'en ai discuté avec Thierry Dutour à l'époque quand j'étais en master, c'était en 2017, ça date maintenant. Et voilà, et du coup, on a commencé à se lancer dans ce sujet en M1, qui était une année d'introduction uniquement, parce que
il avait déjà vu que le sujet C'est était souvent très très le vaste. cas d'un M1 en fait. Ouais. Voilà. Et en fait, on a fait un M2E, puis j'ai continué à travailler dessus hors l'université pendant que je faisais d'autres études. Et puis finalement, on s'est lancé dans une thèse. Je dis on parce que voilà, ce rapport avec ce directeur était assez important finalement dans mon parcours également. Et Mathis, alors pourquoi tu as choisi ce sujet dans tes études d'histoire ? Alors moi, même avant de faire des études d'histoire ou d'histoire de l'art en particulier, j'ai commencé une école d'architecture. Donc j'ai fait une L1 et une L2, j'ai pas été plus loin. J'ai eu toute cette initiation à la technique, la structure, la méthode du relevé, de la maquette. Donc vraiment l'analyse, on va dire, structurelle, spatiale des espaces. Et ensuite, mes cours d'histoire de l'architecture en école d'archi m'ont tellement passionné que j'ai bifurqué pour aller à la fac. Et je savais que en master, je voudrais étudier une thématique patrimoniale. Et il se trouve que je suis originaire de Bourges, donc c'est pas totalement un hasard non plus. Et à Bourges, quand on est petit, on fait beaucoup de visites avec l'école, et on visite beaucoup les hôtels particuliers du XVe siècle, le palais Jacques-Cœur, qui est très connu, et quand on se balade dans les rues, on a ces maisons à pans de bois qui font partie de notre environnement permanent. Et donc au final, quand il a fallu choisir un sujet fin de L3, j'ai contacté mes professeurs qui me donnaient des cours d'histoire de l'architecture, donc Daniel Rivoletti et Pascal Chevalier, et ils m'ont tout de suite dit go, c'est parti, il y a vraiment moyen de faire quelque chose, et dès le départ, on était certain qu'on partait pour 2 ans, donc du master recherche. C'est vrai qu'on peut des fois faire un premier sujet en M1, un deuxième en M2. Là, c'était sûr que ça allait me prendre 2 ans, et voilà. Et tous les deux, racontez-moi, qu'est-ce que vous avez voulu montrer dans vos recherches, même si c'est en quelque sorte la bande-annonce de tout le reste de l'épisode. Mathis, oui, continue. Alors, il se trouve que quand j'ai commencé à prospecter pour voir ce qui avait déjà été fait sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait une thèse qui était en cours et qui a été soutenue en 2021 par Marie Lafont, donc juste l'année où moi j'ai commencé mon mémoire. C'était une thèse d'histoire à partir des sources écrites, donc ça m'a un peu rassuré. Je me suis dit, c'est pas dans l'angle que je voulais aborder. Et elle, en fait, elle étudiait les comptabilités municipales. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à Bourges, le postulat de tout ça, c'est ce que je savais avant de choisir ce sujet, c'est qu'il y a eu un incendie en 1487. Et cet incendie, il fait que dans la reconstruction qui a eu lieu, il y a un corpus très homogène sur quelques dizaines d'années, donc de 1487 à 1515-1520. Et ce corpus, il est très intéressant à étudier. Tu veux dire un ensemble de maisons, c'est ça ? Un ensemble de maisons, oui. C'est plusieurs centaines de maisons. Juste sur les façades, il y en a 500 qui ont été relevées, sur les façades ou leurs témoins. Donc on peut imaginer que dans les cœurs d'îlots, si on prend en compte toutes les façades qui ont été reconstruites avec les plans d'alignement, il y en a beaucoup plus, puisque la ville était quand même importante à la fin du Moyen-Âge. Donc le postulat de la thèse de Marie Lafont, c'était de dire qu'il y a vraiment eu un élan constructif très important. Parce qu'en fait, dans l'historiographie locale, on disait que la ville était un peu en déclin. Pour la faire courte, dans l'histoire de Bourges, on considère que l'apogée de Bourges, c'est à partir de la deuxième moitié du XIVe, avec l'installation de la cour ducale du duc Jean de Berry. Ensuite, il y a la cour royale qui s'installe pendant un temps assez court, mais quand même avec Charles VII. Et ensuite, il y a tout l'épisode avec Jacques Cœur, qui dure jusqu'au milieu du XVe, et sa disgrâce dans les années 1450. Donc là, on est quand même 40 ans plus tard. Et donc, il y avait cette idée que la ville est en déclin. Et en fait, quand on regarde toute l'énergie qui a été mise à la reconstruction, et même on peut dire une sorte de proto-urbanisme, très réglementé déjà pour l'époque, c'est super intéressant d'étudier ça. Et donc moi, mon angle, c'était de le faire pas à l'échelle de toute la ville et du pouvoir municipal, mais à l'échelle des habitants et de la parcelle. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai visité des maisons et je les ai documentées au cas par cas, de la cave au grenier. Tu vas nous raconter ça, ça va être super. Et donc toi, Donatien, là, donc tu es encore en cours de thèse, mais qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse ? L'idée principale, c'est de réussir à proposer une photographie de comment est-ce qu'une personne qui habitait en France du Nord, quand je dis France septentrionale, c'est pas forcément très clair, c'est la France de Languedoc. En France, il y a 2 grands langages. C'est la moitié nord, en fait. Exactement. C'est toute la ligne qui est au-dessus de Lyon, Clermont, Bordeaux. Globalement. Et en revanche, ça va beaucoup plus au nord qu'actuellement, puisque jusqu'à Bruges, on parle français. Alors évidemment, on parle du tiwa, d'autres langages, etc. La France est riche. Mais en tout cas, on comprend le français, il y a des locuteurs, et ça fait partie du Royaume de France pendant très longtemps. Donc, l'objectif, c'est, dans cette partie nord du Royaume, comment vit une famille classique, du paysan jusqu'au bourgeois. Mon objectif, c'est vraiment de comprendre une domesticité ordinaire. Et ça, c'est vraiment important. La majorité des travaux qui ont été faits dans l'historiographie s'intéressent beaucoup, ce qui est normal parce que c'est un peu flashy, aux rois, aux princes ou aux églises, aux ecclésiastiques.
Et là, le but, c'est vraiment de comprendre comment les gens du commun, en fait, vivent. Et bon, alors, une autre question, aussi un peu d'introduction, mais je pense que ça peut être intéressant de commencer comme ça. Est-ce que déjà, on peut le dire, est-ce qu'il y a déjà un cliché sur les maisons au Moyen-Âge qui vous agace et que vous aimeriez déjà d'emblée rectifier ? Alors la maison Moyen-Âge, Mathis, ouais. c'est pas un taudis ou une chaumière qui s'effondre sur elle-même, dans lesquelles il n'y a pas de confort, qui n'a pas été réfléchi dans sa conception. C'est vraiment tout autre chose. Il y a une vraie ingéniosité des médiévaux dans l'adaptation, alors que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, même si moi, mon sujet est plutôt en milieu urbain, mais il y a une vraie adaptation au climat, aux besoins, aux matériaux locaux, et tout ça est très réfléchi, et on l'abordera même, une question de confort et de décor qui est primordiale, aussi dans la symbolique que la maison véhicule en fait. Effectivement, c'est bien de le dire. Donatien, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, et ça va vraiment dans la continuité de ça. C'est le cliché qui m'agace un peu, c'est malheureusement la majorité des bâtiments médiévaux actuels, ils sont vides, ils n'ont pas de mobilier. Et en fait, du coup, la majorité des gens ont une vision finalement de grands espaces un peu vides. En plus de ça, ça va avec des clichés comme on n'avait pas de table, on les dressait, etc. Et donc, j'aimerais vraiment appuyer sur le fait que non, les maisons avaient beaucoup de mobilier, il y avait beaucoup de choses différentes. C'est juste qu'on n'a plus beaucoup de traces. Mais en revanche, il y avait vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Les maisons étaient plutôt même plus trop pleines que trop vides. Ça, on va en parler effectivement. Alors, messieurs, je vous propose qu'on rentre dans le sujet. Alors, je le dis tout de suite, on va quand même parler de la maison en général pour la fin du Moyen-Âge. Peut-être qu'il faudra un jour que je trouve des personnes qui travaillent sur le haut Moyen-Âge, parce que bon, là, on a un peu moins de restes archéologiques et tout ça. Mais bon, si jamais il y a des gens qui travaillent dessus, contactez-moi. On pourrait faire une sorte de suite préquel et tout ça. Donc, la maison en fin du Moyen-Âge, quand on se dit « Allez, je vais construire ma maison », racontez-moi en quels matériaux sont faits les maisons au Moyen-Âge. Alors bien sûr, il y a des différences régionales, c'est compliqué de faire une généralité, mais bon, si on essaye un petit peu de dire « Ok, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une maison ?» Déjà, sur les matériaux qui paraissent évidents et qui viennent à l'esprit de tout le monde, il y a la pierre et il y a le bois, mais il n'y a pas que ça. Donc la pierre et le bois, c'est les deux essentiels. La pierre, même dans des maisons en pan de bois, elle est très utile. On a les fondations, on a les caves. La pierre, elle sert aussi à des éléments comme la cheminée, qui sont structurellement pensés avec la maison, en tout cas moi pour les exemples que j'ai étudiés à la fin du 15e. La pierre, elle peut être extraite ensuite en fonction des régions, soit sur place, soit elle peut être acheminée. Bon, après, avec les matériaux, il y a aussi toute la problématique du transport. C'est beaucoup du transport terrestre qui peut coûter cher, et donc la meilleure solution, sinon, c'est du transport fluvial ou par les rivières. Mais toutes les villes n'ont pas accès à ça. Donc il y a aussi une disparité, en fait, d'une région à l'autre en fonction de ça. Et le bois, c'est un matériau de base de la construction, parce qu'il est accessible. Et c'est vrai que quand on y pense, par rapport à une carrière de pierre, abattre un arbre et le transporter, ça paraît quand même plus simple. Pour appuyer ce que dit Mathis, il y a un élément qu'il a évoqué, donc les fondations, les caves. C'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer au Moyen-Âge et qui est extrêmement important. Je ne sais pas si certains auditeurs sont déjà allés, par exemple, visiter Provins pendant les médiévales ou à d'autres occasions d'ailleurs. La ville médiévale est très intéressante, mais il y en a plein d'autres. Également, quand on va du côté de Cahors, dans le sud-ouest, des villes comme ça qui valent vraiment le coup, Figeac, Villefranche-du-Périgord. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de se rendre compte déjà de la hauteur des caves. À Provins, on a des caves qui font 7-8 mètres de hauteur. Et il ne faut pas oublier que ces caves-là, elles sont posées elles-mêmes sur des fondations. Les fondations vont plus bas. J'ai eu l'occasion, lors de la rénovation d'un bâtiment monument historique dans le sud-ouest, de faire des sondages pour essayer de voir jusqu'où allaient les fondations d'une maison. Et une maison sur pierre, 2 étages en pierre, avait des fondations qui étaient aussi grandes que la maison. Donc il y avait la cave, mais derrière ça descendait encore pour atteindre vraiment les couches dures du rocher. Évidemment, ils avaient des techniques de maçonnerie et des maçons extrêmement développés, mais ils n'avaient pas non plus les mêmes outils, par exemple, que nous on utilise pour connaître à quel point le sol, avec les études de sol actuelles, donc ce qu'on appelle des études de compression du sol, qui permettent de dire ce que le sol peut soutenir. Et donc, ils prenaient toujours des marges de sécurité quand même assez fortes, et donc ils aimaient bien atteindre des couches assez dures, notamment des couches rocheuses s'ils pouvaient. Et donc, dans les endroits où il y a des substrats assez importants, ils descendaient vraiment très très bas. Et ça, du coup, derrière, ça a aussi une influence à la fois sur le coût, la construction, et donc ce que la personne au quotidien peut se payer en pierre. Et ça explique aussi en grande partie pourquoi il n'y a pas autant de pierres en élévation. Parce qu'il ne faut pas oublier que dessous, il y a autant, voire plus de pierres dessous. Et donc, en fait, quand on a un étage, il faut imaginer que c'est comme si on en payait 2,5. Et surtout, on ne part pas de parcelles qui sont
totalement vide à chaque fois, notamment dans le cadre des incendies, parce que des incendies, on a vraiment beaucoup de villes en connaissent. Donc les niveaux de cave, en plus comme ils sont voûtés, c'est une structure qui va résister à la compression, donc peut-être aussi à l'effondrement du bâti dessus, et ça peut servir de limites parcellaires sur lesquelles on va reconstruire. Donc c'est pour ça que sur les niveaux de cave qui se superposent, on peut en avoir du 13e, ensuite on reconstruit au 15e, ensuite on fait ses fondations pour la maison, et ensuite seulement on va pouvoir mettre d'autres matériaux, comme le bois par exemple. Bah, on voit ça notamment à Dijon, parce que l'invité que j'avais eu sur l'épisode sur Dijon, Clément Lassus, je vois que lui, il fait des visites de caves de Dijon pour essayer de faire des expertises, notamment. Donc on voit, oui, que les caves, on les oublie parfois. Donc, on a construit nos fondations, on a mis nos sous-sols en pierre. Et donc, avec le bois, à quoi ça va nous servir pour les maisons ? Alors le bois, il a un avantage, c'est que il va être, dans la structure dans laquelle il va être construit, il va être très rapide à mettre en œuvre. Donc pour le pan de bois, on est sur des structures poteaux-poutres qui donnent beaucoup de liberté dans les ouvertures, et donc il y a une rapidité du montage. Après, il y a plusieurs types de pans de bois. Pour les maisons à Bourges et dans beaucoup de villes du centre Val-de-Loire assez comparables, on a ce qu'on appelle des façades écran. Donc une façade en pan de bois qui va être prise entre deux murs, puisqu'on est à chaque fois face à des maisons mitoyennes. Il faut bien se souvenir que le parcellaire médiéval, qui est hérité de l'essor démographique du XIIIe siècle, il est très resserré, donc sur des parcelles qu'on appelle laniérées, donc très étroites, qui vont très en longueur. Et donc ce pan de bois, il va être pris entre un mur mitoyen, ça peut être deux murs en pierre, ça peut être un mur mitoyen en pierre, un mur mitoyen en pan de bois, mais il y a cette idée que la façade est compressée entre deux murs. Et il y a aussi des maisons cages, donc là c'est totalement parlant comme image, c'est-à-dire que les 4 façades vont être à pan de bois, ça on le retrouve plutôt dans le pan de bois rural. Donc c'est totalement du bois, faut imaginer vraiment un ouvrage de charpenterie à la verticale, sans les remplissages entre les pièces de bois. Alors je pense qu'on peut déjà faire ce petit point-là, parce que on compare les maisons à pan de bois, les maisons à colombage. Est-ce que c'est la même chose ? Et on se retrouve aussi, alors maisons à colombage, je crois que c'est plutôt l'est de la France, c'est ça ? Est-ce qu'on trouve aussi des maisons à colombage au Moyen-Âge ? Et quelle est la différence entre les deux ? Alors c'est vrai que colombage, c'est plutôt un terme, un vocabulaire qu'on identifie à l'est de la France. Colombage et pan de bois, c'est vraiment comme bailli et sénéchaussée, c'est comme Ménestrel et Troubadour. En fait, c'est vraiment Languedoc. Ça dépend de la région. Majoritairement. Après, effectivement, pan de bois. De toute façon, tous ces mots-là, c'est des mots qui sont quand même plus tardifs, qui sont utilisés pour évoquer. Ouais. On ne dit pas une maison en pan de bois quand on est au XIVe siècle. Dans les contrats de construction, c'est pas dit comme ça. Voilà. D'ailleurs, c'est quoi intéressant. alors ? Ils disent une maison en bois. Basta, c'est tout. Ça coule de source, parce que c'est la structure qui est connue dans les traditions, les savoir-faire locaux. Sachant que on dit donc une maison en bois, mais ne pas oublier qu'il y a donc la majorité des maisons ont un niveau en pierre et ensuite des niveaux en bois par-dessus. Ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a des maisons. Oui, il y a forcément des exceptions, mais c'est un schéma qui se répète beaucoup. Sur la Grasse, il y a eu de grandes foires. Et l'ensemble des maisons qui étaient à colombage, qui entouraient la halle, appartenaient à des grands marchands, des commerçants, des grands agriculteurs, éleveurs, etc. Donc on peut en tout cas supposer que ces personnes-là faisaient valoir dans le lieu d'accueil de leurs hôtes leurs valeurs, certainement, les personnes auxquelles ils sont attachés, que ce soit pour la couronne royale, que ce soit pour les grands nobles de la région, voire les abbés de l'abbaye de la Grasse, bien évidemment. Et au-delà de ces éléments significatifs, il reste des décors qui nous paraissent peut-être pas incongrus, mais on ne connaît pas la motivation. Qu'est-ce qui a amené à avoir des hybrides, des monstres, certaines devises? Pourquoi là? Et quelle était l'intention du propriétaire? On ne le sait pas réellement. Et question un peu peut-être naïve, mais est-ce qu'on construit soi-même sa maison ou est-ce qu'il y a des professionnels qui construisent les maisons au Moyen-Âge ? Comme je le disais, il y a des contrats de construction. On en a quelques traces, alors pas tout le temps, ça reste quand même, en tout cas pour les exemples de Bourges, des maisons assez courantes, même si on est sur des maisons qui sont occupées par les artisans qui ont bien réussi, par les gens issus de la marchandise, vraiment des marchands, des drapiers, surtout à Bourges. Mais on a quand même des contrats de construction. Le contrat, il peut être fait soit pour la totalité de la maison, soit pour une partie de la maison, parce qu'en fait, le commanditaire, il ne va pas s'adresser à un seul artisan, il va s'adresser au tailleur de pierre, il va s'adresser au sculpteur, il va s'adresser au charpentier.
Mais il n'y a pas des gens qui gèrent tout ça et à qui on a juste à commander, mais qui, eux, ont déjà tous les liens avec tous les Non, artisans. c'est beaucoup spécialisé, et surtout à la fin du Moyen-Âge, il y a une grosse spécialisation des métiers, même pas que les métiers de la construction en réalité. Et donc, dans ces contrats, le commanditaire, il va faire attention que soit précisé l'origine des matériaux. Ça, c'est très important, surtout après l'incendie. En fait, on va indiquer, par exemple, il y a une maison à Bourges qui est sur une place de marché, la place Gordon, qui à cette période-là est la grosse place de marché de la ville. Et cette maison, elle fait 2 étages, et c'est un contrat qui concerne la cheminée. Et il est bien précisé que la pierre doit venir de la carrière des Averdines, donc c'est une carrière qui est à quelques kilomètres de Bourges, et que les pieds droits de la cheminée doivent être construits avec cette pierre. Donc les pieds droits, c'est les jambages qu'on a de chaque côté du manteau. Le linteau, donc qui est la partie horizontale au-dessus, doit être fait en pierre pour la cheminée du rez-de-chaussée. Et aux étages, par contre, ils peuvent être faits de bois. Ça, c'est assez surprenant, parce qu'on voit qu'en fait, il y a du bois aussi dans les cheminées, on pourra en reparler. Mais voilà, tout ça pour dire que les contrats de construction, ils sont assez détaillés quand on en a. On n'en a pas toujours. Il y a également quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on veut construire donc les parties, on va dire basses en pierre d'un bâtiment, la majorité des maçons qu'on va utiliser, c'est souvent des maçons locaux, mais pas toujours. Parfois, on va utiliser les maçons qui sont venus il y a quelques mois, quelques années en ville, pour venir construire un édifice, comme une église, comme un château, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est assez sous-estimé. Il y a eu des travaux assez intéressants dessus qui montrent qu'il y a une réutilisation, en tout cas une utilisation par les bourgeois des villes, à la fois de cette force ouvrière, mais aussi de cette qualité technique de maçons extérieurs, et surtout qui sont en grand nombre et qui parfois sont bloqués pour diverses raisons. Par exemple, le seigneur a des problèmes financiers, il y a des guerres, il y a des éléments qui... Oui, ils vont pas repartir pour revenir une semaine Exactement. plus tard. Quoi, et parfois, ils arrivent de très loin, effectivement. Pour le cas des grandes églises, etc., en général, c'est des maçons qui enchaînent les chantiers. Mais on a quand même plusieurs exemples. Par exemple, à Dordogne, il y a notamment plusieurs exemples où des maisons de ville, on a déterminé que c'était les mêmes maçons, ça a été construit à la même période que l'église qui a été refaite à la fin du XVe siècle. Eh bien, il y a plusieurs maisons du village qui sont souvent des maisons qui ont l'air d'être de bourgeois, bien installés en tout cas. Par exemple typique, elles sont en pan de bois, mais il y a 2 étages de pierre avant le pan de bois au 3e étage. Donc une maison assez grande, mais déjà 2 étages de pierre, ça indique qu'il y a aussi une différence de qualité. Et pour les maisons, comment est-ce qu'on détermine le style d'une maison ? Est-ce que c'est juste on copie ce qui est déjà fait local ? Ou est-ce qu'il y a une structure qui est assez normale dans les maisons ? Déjà, comme je le disais, ça va parfaitement. Ta question est une suite parfaite à ce que je disais juste avant. C'est mon travail, j'essaie. C'est le fait que ces maçons, ces tailleurs de pierre, par exemple, ils sont amenés parfois parce qu'ils ont un style particulier, ou en tout cas des compétences. Il y a des tailleurs de pierre qui sont avec eux. Et donc, quand ils travaillent sur l'église et que les tailleurs de pierre, ils font un certain nombre, des dizaines, des centaines, des milliers de tailles de pierre avec notamment donc du décor sculpté, eh bien, c'est là qu'on peut déterminer que c'est les mêmes équipes. C'est qu'on voit justement des styles qui se rapprochent. Donc, il y a les styles des artisans. Et après, effectivement, il peut y avoir des styles demandés par les bourgeois. Je pense que Mathis, à Bourges, tu dois peut-être avoir des typologies. Alors, comme ça. C'est un petit peu plus compliqué puisqu'on est dans des maisons peut-être plus modestes que les exemples auxquels tu penses. Mais sur le pan de bois particulièrement, il y a des effets de motifs qui peuvent être faits grâce à la structure. En fait, le pan de bois, quand vous le regardez, généralement, vous voyez, ça fait des croix, ça fait des grilles. Il y a aussi un motif qu'on appelle en arête de poisson, donc c'est des V ensuite qui sont inversés. Et il y a une trame de bois qui est très présente à Bourges et en Centre-Val de Loire, c'est la trame en losange. Et en fait, toutes ces trames dans la structure secondaire, en fait, dans le remplissage du pan de bois, ça va aussi indiquer le statut social du propriétaire. Parce que plus la trame est dense, plus ça veut dire qu'on a fait appel à beaucoup de matériaux, qu'il y a eu beaucoup d'étapes de taille des pièces de bois et d'assemblage. On frime en regardant, regardez comme ma structure est complexe de maison. C'est totalement ça. Et en fait, on voit sur les façades sur cour qu'on ne retrouve pas les mêmes trames. Donc en fait, sur la rue, vous avez vos losanges qui demandent une grosse densité de bois, et sur la cour, vous avez des trames en grille très très basiques. Je pense aussi à quelque chose qui est assez intéressant, c'est, en plus je pense que ça te plaira, parce que tu parles souvent justement des siècles avant la fin du Moyen-Âge dont on parle. Il y a également le fait que par exemple dans la construction de pierre, on remarque que la pierre reste du coup un matériau quand même cher, comme Mathis l'a dit, donc qui est réservé quand elle est utilisée, on va dire avec opulence, à des édifices vraiment qui coûtent cher, et donc de milieux sociaux assez élevés. On remarque quand même la qualité générale de construction. Moi, je suis toujours impressionné quand on voit des caves, des structures du XIIIe, XIVe siècle. Au XIIIe siècle, on a vraiment toutes les pierres, donc on appelle aussi moellons, sont alignées en rang parfait, tous les joints sont nickel, etc. On a parfois des joints qui sont encore en état de l'époque. C'est vraiment hyper impressionnant.
Et au fur et à mesure que la pierre devient un matériau, en tout cas qu'il y a un développement économique et qu'il y a de plus en plus un milieu de petits artisans qui peuvent essayer qui se payent des maisons, etc. On voit au 14e, on a encore une très très bonne qualité de construction. Et plus on avance au 15e, 16e, plus on commence à avoir une qualité de construction qui devient un peu plus hétérogène. Ça La veut pas dire- décadence, quoi. C'est pas qu'elle est mauvaise, mais disons que je suis quand même toujours impressionné, en plus moi en tant qu'architecte, par vraiment la qualité constructive. J'ai pas beaucoup de maçons aujourd'hui qui sont capables de réaliser, toutes les constructions, tous les emboîtements, etc. qui réalisent, voilà. C'est Oui, quand même- en plus de ta thèse, tu es aussi déjà architecte sur le côté, tant qu'à faire. Mais oui, non, mais je sais que notamment, on parle aussi parfois de ça pour tout ce qui est les constructions romaines. Quand on voit parfois les murs romains, on dit, je vois souvent des gens qui s'exclament, mais oui, c'est en super état et ça a été très très bien pensé, bien mieux qu'effectivement que d'autres constructions plus tardives. Et particulièrement, pour aller dans le sens de ce que disait Matisse, au XVIe siècle notamment, je pense justement à ces maisons en Dordogne que je connais assez bien, eh bien, toutes les parties qui ont été reconstruites au XVIe quand ils ont voulu agrandir parfois les maisons, et notamment les façades arrière, alors là c'est du moellon dans tous les sens, c'est un peu n'importe comment, c'est vraiment posé, c'est vraiment du pas cher et fait un peu rapidement. Il y a plein de raisons à ça, c'est difficile de dire, c'est pas forcément que les techniques deviennent moins bonnes, mais c'est comme je le disais, il y a une hétérogénéité, c'est plus forcément des gens qui ont des moyens énormes qui font ce genre de construction, c'est peut-être pas non plus les mêmes professionnels, mais en tout cas 13e, 14e et même encore au 15e, on a vraiment un corps de maçons qui ont une compétence technique vraiment impressionnante. Alors à Bourges, c'est peut-être un peu moins vrai, mais ça dépend beaucoup, comme tu le disais, des grands chantiers locaux qui drainent en fait la main-d'œuvre ouvrière. À Bourges, à la fin de cette période-là, on a des parcelles donc, qui ont été pour certaines complètement rasées par l'incendie. Donc on va en profiter pour faire des opérations de lotissement réellement, c'est-à-dire qu'on va regrouper des parcelles qui étaient étroites pour avoir la place de faire les petits hôtels en fait qui seront ensuite les premiers hôtels particuliers ou le prémisse des schémas des hôtels particuliers au XVIe siècle. Et sur ces maisons-là, on a une belle qualité de l'appareil de pierre et même pour des maisons plus modestes en fait dans les caves. Il y a aussi l'Hôtel-Dieu qui se reconstruit à cette période-là, dans les premières années 1500 à Bourges, et surtout la tour de la cathédrale qui s'effondre. Suite à un orage, malheureusement, elle s'effondre complètement, elle montrait déjà des signes de faiblesse. Et en 1506, il y a ce gros chantier qui commence, et on peut imaginer que même pour les maisons qui sont en construction à cette période-là, ça draine beaucoup d'ouvriers très qualifiés. On parle surtout des villes depuis tout à l'heure, mais j'aimerais bien qu'on fasse un petit point aussi sur les maisons à la campagne. Donc pas du tout dans un contexte urbain et tout ça. Là, qu'est-ce que vous diriez? Quelles sont les principales différences entre une maison urbaine, comme on l'évoque, et une maison, vraiment quelqu'un qui veut se construire une maison à la campagne sur un terrain nu, mais où vraiment là, il n'y a rien dessous, quoi. Alors, c'est pas, je pense, tous les deux dans nos grandes spécialités, mais je pense qu'il y a quand même, on peut donner des grands éléments pour les auditeurs. Le premier élément, c'est que déjà, il ne faut pas forcément mettre ensemble la ruralité et la pauvreté. Il y a déjà les châteaux, ils sont dans la ruralité. Donc déjà, on a des seigneurs qui ont des moyens très forts. Il y a quand même aussi les maisons fortes. Par exemple, tous les ordres, notamment templiers, hospitaliers, etc., ils ont, et également ensuite les abbayes, mais je pense notamment aux templiers, ils ont des maisons fortes qui sont, en fait, c'est des grands corps de ferme, qu'on pourrait les voir. Et là, pour le coup, c'est pas de la même manière, ils utilisent le même type de corps de métier qu'on peut avoir. Donc là, on a une qualité constructive qui est très similaire aux éléments urbains. En revanche, on peut avoir dans des maisons, dans des fermes qui sont isolées, ou là, on est vraiment, encore une fois, au Moyen-Âge, on n'aime pas trop être isolé parce qu'au niveau sécurité, pour plein de raisons, c'est rarement le cas. Souvent, on se groupe en petits hameaux ou en choses comme ça. Mais pour des fermes isolées ou dans les hameaux, là, pour le coup, on a des choses qui sont beaucoup plus hétérogènes. Et on commence à arriver sur des couches où soit il y a de l'autoconstruction. Donc là, pour le coup, ça existe, l'autoconstruction. Et l'usage de la pierre est vraiment limité à certaines zones. En général, les fondations plus une partie basse. Et c'est des bâtiments qui sont rarement sur un très grand nombre d'étages. On a de la place. Comme disait Matisse, qui compte vraiment en ville. Le problème, c'est cette question des parcelles. En ruralité, on n'a pas ce problème-là. Comme aujourd'hui, vraiment. Exactement. Donc on peut se permettre d'avoir des éléments plus grands et donc on a moins d'étages, voire pas d'étages. Ouais, complètement. Pour rejoindre Donatien, c'est vrai que la différence, elle se fait sur le nombre d'étages et sur la spécialisation des espaces. Comme tu le disais, on peut avoir des corps de ferme, on a des fonctions différentes. Après, je nuancerai parce qu'aujourd'hui, on a vraiment la vision, la ville, la campagne, c'est très différent dans nos esprits contemporains. En réalité, même au sein de l'enceinte de Bourges, mais de beaucoup de villes qui ont une double enceinte, c'est-à-dire une enceinte antique généralement du IVe siècle et une enceinte 11e, 12e, il y a des fonctions rurales et des gens qui ont des métiers ruraux qui vivent dans les enceintes et qui font construire leur maison. Donc on peut avoir des typologies d'habitat rural aux portes des villes en réalité. C'est moins éloigné qu'on le pense. Oui, complètement. Il y a beaucoup de villes qui sont entourées de champs, de vignes,
qui en ont même à l'intérieur des enceintes. Il y a un peu d'agriculture vivrière. À Bourges, on a des marais aussi. Donc c'est sûr que c'est complètement mélangé. À Saint-Germain-des-Prés, au Moyen-Âge, il y a c'est des champs partout. Ouais, et on le voit sur les vues anciennes, c'est très représenté. Oui, si on regarde les cartes d'évolution de Paris avec les enceintes, on le voit bien. Alors, on avance dans l'évolution et dans la construction de notre maison imaginaire du XVe siècle. Donc, on a dit, on a le bois, on a la pierre, mais petite question, comment est-ce qu'on isole les maisons au Moyen-Âge ? Est-ce qu'on fait juste des murs très très épais et ça suffit ou pas ? Alors, pour l'isolation, là tu parles vraiment pour l'isolation, pour le froid ou le chaud. Oui, voilà comment on fait en sorte... L'isolation thermique. Voilà. Il y a plusieurs possibilités, là c'est assez variable en fonction des régions. Il peut y avoir des lambris qui sont cloutés sur le pan de bois, dans les intérieurs. On a beaucoup d'intérieurs en lambris. Là, je pense surtout à des exemples aussi dans l'espace germanique ou en Alsace. Parce qu'en fait, en Alsace, dans la maison, il y a une pièce qui s'appelle la Stube, qui est la pièce du poêle. Et ça, généralement, c'est des pièces qui sont lambrisées. Ça veut dire quoi, le lambrisé ? Je suis pas sûre de savoir. Donc, qui ont du lambris sur leurs parois. Mais c'est quoi du lambris déjà ? Alors, du lambris, oui, pardon. C'est des planches de bois, en fait, qui sont simplement cloutées pour faire une deuxième peau à l'intérieur des comme maisons. un millefeuille, mais avec du bois, quoi. Un peu comme un chalet ou des boiseries plus généralement. D'accord, ok. Donc on s'isole de cette façon-là. C'est une possibilité. Ensuite, il n'y a pas vraiment de question d'isolation sur la structure elle-même, je dirais. Il faut bien qu'on se protège Ça du peut être froid. des dispositifs mobiles. On sait qu'il y a des tentures qui peuvent être enlevées au fil des saisons. Alors il y a beaucoup de villes qui sont aussi des villes drapières, donc c'est pas forcément aberrant d'imaginer ça. Des tentures qui sont forcément moins richement ornées que celles qu'on peut voir aujourd'hui dans les musées et qui ont été préservées. On sait aussi qu'il y a la jonchée, donc c'est-à-dire qu'on va disposer des végétaux au sol, soit pour rafraîchir, pour garder la fraîcheur en été, soit pour isoler du froid sur les sols. Et c'est vrai que la question des sols est assez importante. On n'en a pas parlé, mais ça fait référence aussi à l'épisode qui a déjà été fait sur les carreaux de pavement. On n'a pas de la terre battue forcément dans les maisons, comme le cliché qu'on pourrait en avoir. Il y a des dallages de pierre, et ensuite les planchers, ils soutiennent aussi différents types de couvrement de sol. C'est-à-dire, alors là je veux bien faire la différence entre le plancher et le parquet, que généralement on mélange. Le plancher, c'est vraiment les planches qui structurellement sont posées sur les solives. Donc sur les solives, donc les poutres de chaque étage. Et le parquet, c'est une invention qui arrive surtout au XVIe siècle. Et là, c'est vraiment sur ce plancher, on va mettre du parquet qui là peut faire des motifs, peut être ouvragé, dans des bois aussi qui sont peut-être des bois un peu plus nobles. Donc ça veut dire qu'avant le XVIe siècle, dans les maisons, on ne trouve pas forcément de parquet, on trouve plutôt, comme on l'avait dit, effectivement, les carreaux de pavement, c'est ça, et même dans les étages en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'avec les sections des solives, on peut estimer qu'il y a des pavages de forte densité, avec un fort poids qui peut être positionné. Donc on peut tout à fait imaginer des carreaux de pavement dans les étages. Oui, ce que veut dire aussi Mathis par là, c'est qu'effectivement, nous, architectes contemporains, on est toujours étonnés de la densité, donc à quel point les poutres sont rapprochées au niveau de la structure. On se dit, mais c'est surdimensionné. Alors déjà, ils ne prenaient pas forcément de risques, mais effectivement, il y a aussi le fait qu'il y avait des poids différents. Il y avait quand même un cloisonnement en bois, et au Moyen-Âge, même encore au XVIe siècle, mais particulièrement au Moyen-Âge, ils n'aiment pas faire des trucs fins. Donc, ils n'ont pas peur d'utiliser des poteaux pour les cloisons qui peuvent faire 10-12 cm de section. Les créateurs de reliquaires et d'émaux ne sont pas contents quand on entend dire ça. C'est qu'on parle que de la construction de la maison, pas non, du bien reste. sûr. Ce que je veux dire par là, c'est plutôt... En fait, mais pour moi, c'est plutôt une vision qualitative. C'est une maison résiliente. C'est-à-dire que c'est une maison qui, en soi, est capable d'absorber énormément de compression, énormément de poids. Comme elle est en bois, ça on l'a pas trop dit aussi, mais le bois par rapport à la pierre, c'est quand même une matière qui est bien meilleure aussi. La compression, c'est quand on reçoit un poids par-dessus, mais il y a aussi d'autres forces évidemment. Donc il y a des forces de torsion et il y a des forces de traction. La traction, si par exemple on a une poutre, elle peut être tirée si les deux murs sur lesquels elle est appuyée se bougent légèrement. La poutre peut être tirée. Le bois est bien meilleur pour justement soutenir ce genre de force. En torsion également, le bois il peut se tordre légèrement, il peut être étiré, alors que la pierre, elle aime pas trop ce genre de choses. Il y a quand même quelque chose qu'il faut se dire, c'est que effectivement, comme tu le dis, les gens veulent avoir chaud chez eux, etc. Mais ce qui est souvent valorisé, que ce soit dans le Ménager de Paris, dans plusieurs textes, c'est le fait de faire un bon feu. En fait, il y a quand même une utilisation massive du bois de chauffage, et donc la majorité des gens vivent dans la pièce, ou en tout cas, ils vont pas chauffer toutes les pièces en même temps, comme nous avec un radiateur, on va pas allumer tout le radiateur, on fait attention à notre consommation. Eh bien, c'est pareil.
comme il y a des consommations assez fortes, particulièrement les cheminées médiévales ont tendance à être assez grosses, bien volumineuses. Elles tirent beaucoup, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'elles ont un bon tirage, elles sont efficaces, mais elles peuvent supporter une grande quantité de bois à l'intérieur et donc faire des flammes et faire une chaleur extrêmement forte pendant certaines périodes. En revanche, elles ont du coup, comme elles tirent, elles ont une consommation très forte. Et d'ailleurs, on voit qu'à partir du XVIe et XVIIe siècle, il y a beaucoup de maisons médiévales qui sont modifiées, et particulièrement les cheminées qui sont bûchées, c'est-à-dire ils cassent le manteau, la partie finalement que nous on dirait « Oh non, pourquoi vous cassez ce magnifique manteau taillé, etc. » Eh bien à la place, ils vont mettre une cheminée en briques ou des choses un peu plus simples et surtout plus petites. Il y a plusieurs exemples comme ça de maisons de villes qui ont vu leur cheminée être cassée. Je pense peut-être à Bourges aussi. Et non, je voulais rebondir sur ce que tu dis sur les cheminées, parce que c'est aussi une entrée d'air froid, la cheminée, quand on ne l'utilise pas. Et je crois qu'il y a des dispositifs de claustrat en mobilier qui existent. Oui, tout à fait. Il y a très bonne transition. Il y a des écrans, que ce soit en bois, en osier, qui sont souvent mis dans les cheminées. D'ailleurs, c'est quelque chose auquel on ne fait pas forcément attention dans l'enluminure. Mais quand on regarde l'enluminure, on pourra peut-être en mettre. On en mettra. Ouais. Eh bien, il y a beaucoup d'enluminure, même dans les châteaux, etc., où on voit qu'en fait la cheminée on dirait qu'elle est bouchée avec un système, un système qui est un peu arrondi et qui permet justement de fermer bien cette cheminée. Donc il y a ces écrans de cheminée et au niveau des portes, ils ont aussi des systèmes qui permettent de bloquer le vent au niveau des portes et qui permettent de faire une sorte de petit coffre, en fait double porte, qui permet de faire un sas et donc de ne pas avoir... On va revenir aux portes juste après, mais je crois que Mathis, tu voulais aussi nous parler de la couverture des maisons, parce que comment est-ce qu'on couvre les maisons par l'extérieur ? Et oui, c'est un élément très important qui peut aussi être source de déperdition de chaleur, même si les combles, en tout cas pour ce qui est observé à Bourges, ne sont pas forcément habités et chauffés. Mais sur les couvertures, c'est vrai que ça s'ajoute à la liste des matériaux bois et pierre classiques qu'on peut s'imaginer. Donc pour les couvertures, chaque matériau est dépendant de l'inclinaison de la charpente. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quel matériau sur n'importe quel type de pente. Alors là, peut-être que Donatien pourra compléter sur exactement ce qui convient à chaque endroit, mais par exemple la tuile, l'ardoise et le chaume, qui sont principalement utilisés en Val-de-Loire, ont besoin de fortes pentes, alors qu'à côté, des couvertures en pierre, comme on a dans le sud-ouest par exemple, là ça s'adapte tout à fait à des couvertures avec une très faible pente. Oui, il y a cet exemple assez connu dans le Cantal, où ils ont ces couvertures qui sont en pierre. Donc vraiment, c'est des pierres fines qui sont assez grosses et extrêmement lourdes, et qui sont positionnées et qui font des couvertures à faible pente. En revanche, alors ce qui est compliqué, c'est que pour le coup, il y a quand même, pour la couverture, il y a vraiment un aspect régional. Il y a vraiment des typologies, d'ailleurs les gens le savent bien, voilà, en fonction des zones, à Rouen notamment, ils ont ces petites tuiles carrées qui font sorte de bardeaux, qui peuvent être donc en ardoise, qui peuvent être en bois. Et donc, il y a quand même vraiment des éléments régionaux assez forts pour le coup. Par exemple, pan de bois colombage dans toute la France, que ce soit dans le sud-ouest, à Troyes, à Bourges ou dans l'Est, eh bien, on a une typologie assez proche. En revanche, pour ce qui est des couvertures, on a quand même des typologies régionales assez particulières. Et un dernier élément là-dessus, c'est au niveau du commerce. Notamment, on a aussi des matériaux de construction qui arrivent par le commerce maritime. Et donc, des villes comme Rouen, La Rochelle, etc., Bordeaux, peuvent avoir aussi des matériaux extérieurs. Par exemple, une ville comme Bourges ne va pas forcément avoir, en tout cas dans les mêmes proportions. Et même problématique aussi sur les sols, les types de sols en fait, qui sont conditionnés par les sections des poutres. Les charpentes vont être conditionnées par le poids des matériaux de couverture. Bon, du coup, là, c'est bon. On a construit notre maison, on a la structure, on a la couverture. Maintenant, avant même de commencer à la meubler, avant même tout ça, et avant même de voir comment on va la décorer, une question très simple. Quels sont les usages pour les portes et fenêtres ? Alors, pour les portes, peut-être d'abord, la porte, c'est vraiment l'interface entre l'espace public de la rue et l'espace privé de la maison. Dans des villes comme Tours, Angers, Bourges, on a un schéma qui se répète beaucoup dans l'organisation spatiale, mais en réalité on peut le retrouver même dès le XIIIe siècle, puisqu'en fait il est dépendant de la parcelle. C'est un couloir sur un côté de la maison qui va desservir les pièces à l'intérieur, une pièce sur la rue, une pièce sur la cour. Du coup, juste quand on regarde une façade, on a une lisibilité structurelle qui est assez claire, puisqu'on voit que la porte, elle va desservir l'organe de circulation. Ensuite, la porte, comme c'est une interface avec l'extérieur et qu'il va y avoir des modénatures, du relief, c'est un super bon support du décor, mais ça on pourra y revenir peut-être après. Ensuite, il y a un élément qui est important sur les portes, c'est qu'il n'y a pas juste une porte qui rentre dans la totalité du cadre et de la hauteur de l'étage. En fait, le haut de la porte va avoir ce qu'on appelle un imposte.
C'est une partie qu'on voit beaucoup aujourd'hui au-dessus des menuiseries qui est vitrée. Là, on imagine qu'on ne va pas chauffer le couloir inutilement, donc il n'est pas forcément vitré. Surtout qu'on reviendra juste après sur les fenêtres. Et elles sont généralement faites en bois, toutes ces portes. Et à l'intérieur, il y a aussi des portes. On le voit avec les traces qu'on voit dans les cadres qui sont directement sculptés dans le pan de bois. Et ce qui est intéressant, c'est que ces maisons-là, on en reparlera après peut-être avec l'occupation, mais c'est pas forcément occupé par une seule famille. Donc ces portes, elles servent à séparer les espaces et peut-être séparer ce qu'on appellerait aujourd'hui des unités d'habitation, avec un langage très architecture contemporaine, mais on comprend l'idée. Et les fenêtres, alors, est-ce qu'on a déjà des vitres au Moyen-Âge ? Alors, à la fin du XVe siècle, le verre coûte encore assez cher, donc c'est pas très très généralisé dans l'architecture civile, on va dire courante, pour des maisons. Pour des châteaux, c'est une autre histoire, mais en tout cas dans les maisons, on va pas en retrouver très souvent. Donc on n'a pas de fenêtres ? Et si, on a des fenêtres, et c'est ce qu'on appelle des fenêtres à meneaux, enfin en tout cas pour les typologies qu'on voit. Alors c'est une typologie qui apparaît au XIIIe, XIVe siècle, mais c'est très répandu dans les maisons au XVe siècle. Et donc qu'est-ce que c'est une fenêtre à meneaux ? C'est une fenêtre de forme rectangulaire qui est séparée en plusieurs compartiments. Le meneau, en fait, c'est la partie verticale qui va servir à séparer les compartiments. Et l'avantage d'avoir des compartiments, comme je le disais, le verre coûte cher, donc si on en a, ça permet de faire des plus petites surfaces à combler. Et sinon, on utilise des tissus ou des peaux qui sont tendus et opacifiés. Il peut y avoir tout à fait cette cohabitation entre le verre et des châssis avec des tissus tendus. J'ai vu que c'est ce qu'ils essaient de faire à Guédelon. Ils font le chantier de Guédelon, donc ils essaient de reconstituer un château comme au Moyen-Âge pour résumer. Je résume énormément, mais ils font pas mal de tentatives sur comment, notamment, à la place du verre, mettre des tissus aux fenêtres. Pour rebondir sur ce que dit Mathis, il faut imaginer une fenêtre donc divisée en 4 parties, avec un meneau horizontal et un meneau vertical. Sur les 2 carrés du haut, on va avoir du verre à croisillon avec une structure, donc avec un petit grillage en plomb dans lequel on va pouvoir insérer du coup des petits éléments en verre. Et donc des petits éléments, c'est beaucoup plus facile à faire, ça coûte beaucoup moins cher. On peut les faire en série et donc on peut les acheter par centaines et comme ça on a un artisan qui vient les poser, etc. Et on peut les insérer dans le cadre en bois. C'est à la portée de la majorité des gens. Et en revanche, sur la partie basse, souvent on va rien avoir. Donc on a la fenêtre en bois mais qui donne directement sur l'extérieur. En revanche, on a des volets intérieurs qu'on n'a plus beaucoup aujourd'hui mais qui se fait énormément à l'époque. Pas trop de volets extérieurs, beaucoup de volets intérieurs, donc on ferme par l'intérieur pour venir vraiment cloisonner cette partie basse qui est à nu. Et en revanche, on a également des volets sur la partie haute qu'on peut ouvrir ou fermer pour avoir de la lumière. Quand on est dans la pièce, qu'on est dans les moments hivernaux, froids de l'année et qu'on veut un peu de lumière, on laisse uniquement les parties hautes, vitrées, ouvertes, ce qui permet d'avoir un peu de lumière par le haut. Et le reste de l'année, quand on est à la mi-saison ou l'été, eh bien, on peut laisser ouvert de manière à avoir beaucoup plus de lumière. Donc, il faut quand même un petit peu... Bon, j'aime pas ça parce que du coup, on perpétue un peu un cliché, mais il faut quand même du coup imaginer qu'en hiver, les maisons étaient assez sombres. Parce que sinon, si on ouvre alors qu'il fait super froid dehors, on va vraiment un peu se dégeler, quoi. Alors, c'est vrai que la fenêtre, c'est un élément de déperdition de chaleur. Après, on peut nuancer en disant que des meneaux, il n'y en a pas que à 4 compartiments. Il peut y en avoir à 6 compartiments. On le voit à Bourges, en fait, du côté de la cour, là où on va essayer de capter le plus de luminosité, et c'est surtout en milieu urbain. On peut retrouver des fenêtres à 6 meneaux. Et j'ai aussi l'exemple des maisons à pans de bois de Rouen, où là, on voit carrément des fenêtres qui occupent toute la largeur d'un étage. Et on le retrouve aussi dans l'architecture en pierre. À Lyon, par exemple, dans le vieux quartier de Lyon, on a ces bandeaux de fenêtres qui se superposent d'étage en étage. Donc ils avaient quand même là des sous pour faire autant de fenêtres, j'imagine quand même. Si c'était vitré, oui. Alors effectivement, on va avoir des pièces qui peuvent être assez sombres l'hiver, surtout qu'en plus les médiévaux n'étant pas bêtes comme ils ont Merci. comme ils ont des parcelles qui sont assez fines, comme le disait Mathis, en lanière. Quand on dit fine, il faut vraiment que les gens se rendent compte des largeurs. On parle de largeurs qui sont de 4 mètres, 3 mètres. Ça peut aller jusqu'à 6 à 7 mètres, mais ça dépend beaucoup en fait des pièces de bois maximales qu'on peut avoir. Donc des maisons très étroites, mais tout en longueur, quoi. C'est ça. Et on peut avoir des profondeurs qui peuvent être de 12 mètres, 15 mètres, 18 mètres. Ça va même jusqu'à 30 mètres. Oh, ah oui, donc vraiment des couloirs, quoi. Mais en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que dans le plan à l'échelle de la parcelle, on a un bâtiment qui donne sur la rue, et on a une cour, et après cette cour, on a un bâtiment du fond de parcelle. Et c'est pour ça que des fois, on trouve des galeries aussi dans les cours pour relier les deux bâtiments. Et là, du coup, ça va dans le sens de cette question de est-ce que les espaces étaient sombres ? En fait, à l'usage, pas tant que ça, parce que les gens utilisaient les espaces qui les arrangeaient le mieux
au moment de la journée où ils avaient le plus de lumière. Donc par exemple, quand on va avoir un artisan, il va travailler dans son ouvroir, ce qu'on appelle la boutique, qui peut être boutique atelier ou uniquement la partie atelier. On a des ateliers qui sont sur les cours, en rez-de-chaussée, donc il peut travailler à la lumière, il peut même se mettre dans la cour comme certains artisans actuels, notamment le métier du bois, ce genre de choses où il a besoin de beaucoup de lumière, il peut travailler à l'extérieur, en tout cas légèrement ouvert sur la cour, et ou sur la boutique, où là aussi c'est très ouvert sur la rue, et donc là on peut avoir quand même de la lumière en journée. C'est finalement des usages assez restreints, où on va se retrouver chez soi. Le télétravail au Moyen-Âge, ça se fait pas trop, mais en tout cas l'idée de travailler dans une pièce en étage, en plein hiver, ça se fait quand même relativement peu. On a quand même beaucoup de métiers qui nous obligent à sortir, ou dans lesquels on peut se permettre de travailler, particulièrement au rez-de-chaussée, où on a besoin de matériaux assez lourds, de choses comme ça, et donc on va avoir quand même une luminosité moyenne dans la journée assez élevée. Après, c'est dans le soir qu'on peut avoir plus de choses. Donc je comprends un peu aussi ce cliché comme quoi les gens sont souvent dehors et souvent en connexion entre la maison et l'extérieur peut être expliqué par cette question effectivement de luminosité. Et oui, après, il y a quand même un petit peu de travail domestique, et c'est là qu'on voit que, comme tu le dis, l'ouvroir, ou dans les sources qui est appelé fenêtre à vendre, est très très importante dans la typologie des maisons. On la retrouve énormément, et c'est très répandu, donc ça montre aussi, encore une fois, cette spécialisation des métiers, où chaque parcelle a besoin d'avoir son ouvroir pour l'artisan qui va l'occuper. J'ai une question aussi sur la structure. Les escaliers dans les maisons, parce qu'on a parlé d'étages, est-ce que les escaliers sont faits en pierre, ils sont faits en bois, et est-ce que c'est un peu comme aujourd'hui, où il y a des particularités pour le Moyen-Âge ? Alors, il existe les deux, en bois et en pierre. Ensuite, comme pour tout dans la structure de la maison urbaine, on va essayer de gagner de la place. Donc, la forme d'escalier qui fait gagner le plus de place, c'est des escaliers à vis. Donc c'est-à-dire où les marches vont se superposer les unes les autres autour d'une colonne centrale en colimaçon. Mais ça doit coûter cher ce genre de choses, non ? Ou ça va ? Pour les escaliers en bois, qui sont généralement pris dans la structure et qui sont positionnés à côté du couloir, on peut imaginer aussi qu'il y a une forme de standardisation des pièces de bois pour les marches qui se répètent, et c'est la même chose pour la pierre. Après, c'est vrai que pour les maisons qui ont ces escaliers en pierre, généralement, c'est dans les tourelles d'escalier qui sont du côté de la cour. Et ces tourelles en pierre, on les retrouve dans l'architecture aristocratique des châteaux, des tourelles qui sont hexagonales ou polygonales en tout cas. Et donc ça relativise le coût d'un escalier en pierre, même pour des maisons de marchands. Et comme Mathis l'a dit également, une grande partie des escaliers donnés sur la cour, voire étaient ce qu'on appelle extrado, c'est-à-dire en dehors de la structure du bâtiment, ils le rajoutaient. Et notamment à Bourges, je le sais, il y a beaucoup de galeries, et qui permettait d'accéder aussi effectivement à d'autres bâtiments qui étaient dans le fond de la parcelle. Et c'est quelque chose qui est très commun au XIVe et XVe siècle. On a énormément de passages avec des galeries à l'intérieur de la cour qui permettent déjà de relier les espaces, voire de relier certaines maisons entre elles. Bon, maintenant, il va falloir qu'on passe à l'intérieur des maisons. Eh bien, je vous propose, auditeurs, auditrices, que du coup, là, ça va être la fin de la première partie de cet épisode parce que je trouve ça plus intéressant qu'on le divise et que ce soit moins lourd à écouter pour vous. Et donc, eh bien, je vous retrouve dans la deuxième partie de l'épisode où on va évoquer avec mes invités comment est-ce qu'on vivait dans la maison, quels étaient les meubles, est-ce qu'on vraiment on dormait tous et toutes dans le même lit au Moyen-Âge. Et on parlera aussi de comment mes invités font leurs recherches, de sur quelles sources ils sont appuyés. Et ça sera dans la deuxième partie de l'épisode 119. Et juste un petit message de la Fanny du montage pour vous dire que la deuxième partie de cet épisode sortira dans une semaine, au moment où il sort. Donc si vous écoutez cet épisode des mois après sa sortie, c'est bon, vous pouvez directement enchaîner sur la deuxième partie. Et sinon, en attendant, vous pouvez toujours aller sur mon site passionmedieviste.fr où je vous ai déjà mis plein de références de lecture, plein d'indications, plein de photos de ces maisons sur lesquelles Mathis a travaillé à Bourges. Et aussi des références d'autres épisodes que j'ai fait donc sur le sujet, notamment sur les carreaux de pavement. Allez voir tout ça en attendant la suite. Et je remercierai tous les mécènes du podcast aussi dans le prochain épisode. Parce que oui, sachez que si vous voulez soutenir Passion Médiéviste, c'est possible déjà en parlant du podcast autour de vous, tout à fait. À votre boulangère, à votre collègue, à votre tati, voilà. Si vous dites, ah bah tiens, tu connais un podcast d'histoire, je peux te conseiller celui-là, hop, et voilà. Et si jamais c'est possible pour vous financièrement, vous pouvez le faire sur mon site. Si chaque personne qui écoutait ce podcast contribuait à 2 € par mois, eh bien, je pourrais quasiment embaucher 2 personnes. Mais déjà, merci énormément de l'écouter. C'est déjà la première chose à faire, donc merci beaucoup. Et je vous dis à la semaine prochaine ou à bientôt pour un prochain épisode de Passion Médiéviste. Salut!